On considère ici des matrices AB de MNK diagonalisables et on nous demande alors de montrer que cet endomorphisme-là de MNK est diagonalisable. Commençons par une solution non évidente mais assez jolie. Cet endomorphisme-là est la différence de ces deux endomorphismes-là qui commutent. Or, dans une précédente vidéo, on a montré que si A est diagonalisable, cet endomorphisme-là de MNK l'est également. Et on montrerait de même que si B est diagonalisable, cet endomorphisme-là de MNK est diagonalisable. On a donc ici deux endomorphismes diagonalisables de MNK qui commutent. Par conséquent, en vertu de la diagonalisation simultanée, il existe une base de MNK constituée à la fois de vecteurs propres pour U et de vecteurs propres pour V, et donc également de vecteurs propres pour U moins V, ce qui démontre que cet endomorphisme-là est diagonalisable. Solution 2, on va montrer que cet endomorphisme-là de MNK est diagonalisable en construisant une base de MNK constituée de vecteurs propres pour cet endomorphisme-là, et ce, en se servant du fait que A et B sont diagonalisables. Commençons par considérer un vecteur propre pour A associé à une valeur propre petit a. Grand X est donc ici une colonne non nulle. Ensuite, on n'a pas envie de considérer un vecteur propre pour B, vu que ce n'est pas après B que l'on souhaite mettre quelque chose. Aussi, ne va-t-on pas considérer un vecteur propre pour B, mais un vecteur propre pour la transposée de B. Remarquons que dire B diagonalisable équivaut à dire transposée de B diagonalisable, ce qui nous donne cela par application de la transposée. Et grand Y est ici une colonne non nulle. On a alors envie de poser grand M cette matrice-là, qui est cette matrice-là, et son image par cet endomorphisme-là est alors A moins B grand M. Et grand M est non nul, car grand M est nul si et seulement si la colonne X est nulle ou si la colonne grand Y est nulle. Par conséquent, à partir d'un vecteur propre pour A et d'un vecteur propre pour la transposée de B, on a réussi à construire un vecteur propre pour cet endomorphisme-là. Aussi, A étant diagonalisable, il existe une base de vecteurs propres pour A. Et B étant diagonalisable, transposée de B l'est également, et il existe une base de vecteurs propres pour la transposée de B. Et on peut alors, à partir de là, vu ce que l'on vient de faire, construire une famille de n carré vecteurs propres pour cet endomorphisme-là. Reste encore à montrer que l'on a ici une base de MNK pour pouvoir conclure que cet endomorphisme-là possède une base de vecteurs propres. Et pour cela, il suffit de montrer que cette famille-là est libre. Considérons donc des scalaires alpha et j tels que cela et montrons alors que tous les scalaires alpha et j sont nuls. On peut tout d'abord avoir envie de regrouper les matrices qui ont la même colonne xi. Et on a alors ici une matrice dont toutes les colonnes sont collinéaires à xi. Or, l'ensemble des matrices dont les colonnes sont collinéaires à x1 forment un sous-espace vectoriel de MNK. De même pour les matrices dont les colonnes sont collinéaires à x2. Et ainsi de suite. Et on montre facilement que ces sous-espaces vectoriels-là sont en somme directe dans MNK. Par conséquent, de cette égalité-là, on peut en déduire celle-là. Soit encore cela en mettant xi en facteur. Or, on a vu qu'une telle matrice est nulle si et seulement si cette colonne-là est nulle ou si cette colonne-là est nulle. Or, xi est non nul étant un vecteur propre. Par conséquent, cette égalité-là implique cela. Et maintenant, c'est terminé, car de la liberté des colonnes yj, on en déduit que quel que soit j allant de 1 à n, alpha ij est nul, et ce, quel que soit i allant de 1 à n, ce qui démontre la liberté de la famille des matrices MIJ.
On va maintenant voir une autre démonstration de la liberté de la famille des matrices MIJ. La transposer sur la colonne grand YJ peut nous donner envie de penser au produit scalaire de deux colonnes, mais on ne peut parler du produit scalaire de deux colonnes uniquement quand K égale R. Mais que K égale R ou K égale C, on a ici, quand Y et Z sont des colonnes, une matrice de taille 1,1 et on peut alors noter ainsi son coefficient, en précisant bien qu'il ne s'agit pas du produit scalaire quand K égale C. Par contre, même quand K égale C, cet opérateur-là reste bilinéaire. Et pour utiliser cela, on va dire que ceci implique cela, quelle que soit la colonne Z. Et on a alors ici une matrice de taille 1,1 dont l'unique coefficient est ce scalaire-là. Et on peut donc écrire cela sous cette forme-là. Et on va maintenant regrouper les termes qui ont même XI. Et comme la famille XI est une famille libre, de cette égalité-là, on en déduit celle-là, quel que soit I allant de 1 à n, soit encore celle-là en se servant de la bilinéarité de cet opérateur-là. Or, en notant U, cette colonne-là, en prenant Z la colonne 1, 0, 0, 0, on obtient que le premier coefficient de U est nul. Et en poursuivant ainsi, on obtient finalement que tous les coefficients de cette colonne-là sont nuls, c'est-à-dire que l'on a cela. Ce qui conduit à la nullité de ces coefficients-là, quel que soit J allant de 1 à n, vu la liberté de cette famille-là de colonnes. Et comme ceci est valide, quel que soit I allant de 1 à n, on a bien montré que cette contrainte-là implique que tous les scalaires alpha et j sont nuls.